Salut tout le monde! Eh ben, pour une fois, on est à l'heure, hein, pile, 19h pile. Salut, on est là, ça y est, on y est, le Super Bowl, hein, c'est dans quelques jours, mais on commence doucement à y rentrer. Si vous êtes là, c'est que vous voulez nous écouter parler des Bengals et des Rams. Aujourd'hui, on va parler de la saison des deux équipes avec Raphaël Masméjean. Salut Raphaël. Salut Lucas, salut à tous. Ravi d'être là effectivement pour évoquer la saison des deux finalistes. Et puis ravi d'être encore avec toi là. On se quitte plus, Lucas. Va falloir qu'on Ouais, ouvre un truc en plus hein, là parce que. ouais, j'allais dire, c'est vrai que ça fait quelques jours. On était hier, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être écouté, entendu, je sais pas, le live Twitch, podcast, YouTube, un peu partout sur Tom Brady. On était ensemble aussi pour le podcast de lundi. Pour le match, on a regardé les finales. C'est vrai que là, on se voit un peu trop. On se voit un petit peu trop, mais Ouais. bon. Mais Bah, bon, tu c'est le pars à Super Los Bowl, hein. Angeles bientôt, donc ça va. Voilà, voilà. Écoute, en plus, c'est des occasions exceptionnelles, donc forcément. Salut à Camille aussi, qui est derrière. Vous ne le voyez pas, mais il est toujours derrière. Toujours. Heureusement qu'il est là, hein, je vous le dis tout de suite. Salut à tous. Heureusement qu'il est là. Voilà, salut Camille. Et puis à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, hein, je ne sais pas exactement qui est là, mais je vous salue tous et toutes. Voilà, je suis ravi en tout Écoute, cas, je moi. peux te donner quelques noms. Nolly Eh ben Vlog, vas-y, Watch vas-y. Bisley, Sparrow Qualquel 75, Scognonieux, Olucci, Edakram, Darko 1234. Bref, vous êtes déjà plutôt nombreux, un peu plus d'une centaine sur le live, donc bah merci à vous. Eh ben tant mieux, tant mieux. Merci à vous, ouais, exactement. Bah, du coup, on est deux, hein. Alain n'est pas là, vous l'avez remarqué. On va être deux, on va essayer de remplacer à deux. On va faire donc la saison des deux équipes. L'objectif aujourd'hui, le but, on va essayer, c'est de un petit peu vous rappeler comment ces deux équipes-là, les Bengals donc et les Rams, en sont arrivés là. Alors, on va pas faire exactement une preview parce que on vous l'a dit, il y a toute la semaine, il y aura des émissions. On sera là demain. Il y aura un podcast en trois parties sur les previews. Il y aura tout ce qu'il faut. Donc, on commence tranquillement, voilà, sans vraiment parler de l'opposition entre les Rams et les Bengals, mais forcément, en toile de fond, Raph, il y aura l'opposition. On va parler d'une équipe puis l'autre, mais ça sera toujours en imaginant comment elles peuvent s'affronter. Exact, exact. C'est un peu je vais pas dire le fil conducteur, mais ça va rester dans les têtes. Et on espère qu'en vous reparlant de la saison des deux équipes, ça va aussi vous donner déjà l'eau à la bouche pour les previews mentionnés par Lucas. Ouais, surtout parce que, bon, on va commencer dans le vif du sujet, hein, on va pas tourner autour du pot encore pendant longtemps, on va commencer directement par les Bengals. Et en fait, on fait bien de revenir sur la saison, on va même revenir sur avant la saison, pour ceux qui nous suivent assidûment, vous vous rappelez peut-être, on avait fait un power ranking d'avant-saison, un power ranking de pré-saison, et on avait, comme son nom l'indique, classé toutes les équipes. Et là, je vais aisément te laisser la main parce que on avait classé les Bengals. Forcément, alors on les avait classés 29e, voilà. Voilà. Je vais le dire et puis je vais te laisser expliquer pourquoi, essayer de nous défendre parce que clairement on était trois, c'était en commun accord avec Alain, toi et moi. Donc vous comprenez pourquoi Alain n'est pas là, hein, il s'échappe parce que voilà, vous le voyez 29e. Raph, explique-nous pourquoi on a classé une équipe 29e et que, je sais pas, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, j'ai pas les comptes en tête, mais 6 mois aller plus tard, ils sont au Super Bowl. Ouais, alors effectivement, revenons par là. Soyons modestes en disant qu'on était quand même globalement passé à côté des Bengals à l'intersaison et avant le début de saison. On les avait classés 29e. Alors, rétrospectivement, on s'est rapidement dit que ça avait été un peu dur, effectivement, parce qu'on avait mis devant eux des équipes pas forcément plus complètes, pas forcément plus intéressantes sur le papier. Maintenant, effectivement, pour essayer un peu de nous défendre et pour contrer un peu le côté que là, on voit de plus en plus de gens sortir sur les réseaux. Ah, je l'avais vu venir, je sentais les Bengals très bien cette année. Bon, si on revient sur les faits quand même, qu'est-ce qu'on peut dire et expliquer un peu cette 29e place? Je pense, et peut-être tu seras d'accord avec moi, et je pense aussi que dans le chat, ça sera le cas, on voyait quand même une division FC Nord plus forte en termes de rivalité par rapport aux Bengals. On s'attendait à ce que les Ravens continuent de progresser et continuent de confirmer sous Lamar Jackson. On s'attendait à ce que les Browns confirment leur divisional round de l'année précédente, donc avec Baker Mayfield, etc. Et puis, les Steelers restent une équipe très solide. On s'attendait peut-être à ce que ce soit la dernière saison de Big Ben. Donc, bref, il y avait un peu ce côté tournée d'adieu de Big Ben. Donc, déjà, on voyait les Bengals dans une division plus forte qu'elle ne l'a été finalement. On ne pouvait pas anticiper toutes les blessures non plus qu'ont connues les équipes d'AFC Nord. Donc, bon, déjà, c'était pas évident de les voir forcément être premiers de leur division. Je ne sais pas si là-dessus tu es d'accord avec moi, mais. Ouais, bah oui, exactement, exactement. Et on sait que la division, c'est quelque chose. Bah forcément, il y a deux matchs, contre chaque équipe. Donc, ça fait 6 matchs dans la saison. Dans une saison, alors certes, il y avait un match de plus cette saison, mais on sait que déjà, quand on a une équipe, une division, pardon, qui est compliquée,
on part un petit peu avec un désavantage. Et en effet, on ne les voyait pas parmi les favoris dans cette division. Là aussi, on s'est trompé, c'est sûr. Mais alors, juste avant qu'on continue l'analyse, vous le voyez aussi sur l'infographie, et ça me permet aussi de passer le bonjour à Ben, qui nous a fourni toutes les infographies que vous allez voir durant tout ce live pour essayer de vous mettre ça un petit peu en image. Vous le voyez, on avait aussi fait des fiches preview. Ceux qui nous suivent, encore une fois, le savent. Et dans cette fiche preview, il y avait 4 victoires, 13 défaites. Et pour nous dédouaner un tout petit peu, aucun de nous n'avait fait cette fiche preview. Et il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à passer sous le bus, comme on dit. Donc, je vais complètement citer Mathieu Pasquier, qui est la personne qui avait fait cette fiche preview. Et c'est un fan des Bengals. Donc, c'est pour dire à quel point même les fans des Bengals essayaient d'être réalistes et se tromper autant que nous. Hein. Mais certains fans, en tout cas, Mathieu, essayaient d'être réalistes parce qu'il y avait tout ce que tu disais et on va pouvoir continuer à développer. Il y avait aussi le fait que Joe Burrow sortait d'une lourde blessure. Il avait fait, alors certes, il avait été impressionnant dans sa saison rookie, mais il sortait d'une lourde blessure et on ne savait pas comment il allait revenir. On a vu tellement de joueurs revenir de blessures et ne jamais être comme ils l'ont été. Et on peut citer d'énormes exemples. Ça aussi, c'était une grosse interrogation. Ouais, et effectivement, comme tu l'as dit, au-delà on va dire du côté contextuel lié à la division, il y avait aussi tous les doutes qu'on pouvait avoir plus presque structurels sur l'équipe. Tu mentionnes la blessure de Joe Burrow. On peut parler de celle de son left tackle Williams qui n'avait pas joué de la saison rookie parce qu'il s'était blessé avant sa saison rookie, donc qui finalement était rookie sur le terrain. L'expérience Burrow, donc 10 matchs à peine la saison d'avant. Sur le papier, la ligne offensive globalement, en plus au-delà du retour de Jonah Williams, pouvait faire peur. Enfin, je veux dire, quand tu regardes même à l'heure actuelle, le côté du centre, on va dire, à la droite de la ligne, ça pouvait plus qu'inquiéter. Il y avait le pari Ja'Marr Chase, qui est un receveur qui avait une grosse cote, mais qui reste un pari receveur. Tous les receveurs performent pas dès la première année, on va dire, dès leur année rookie. Et puis, mentionner aussi peut-être l'autre côté du ballon, la défense. On a une défense qui avait eu beaucoup de changements à l'intersaison. Il y a eu les signatures à la free agency de Trey Hendrickson, Eli Apple, B.J. Hill. Il y a eu également la signature de Mike Hilton, Chidobe Awuzie. Donc, tu as quand même une défense qui s'est retrouvée à l'intersaison avec 4-5 titulaires, en plus des titulaires qui ont alterné le bon et le moins bon quand même dans leurs anciennes équipes. On peut rappeler qu'Eli Apple, c'est un choix du premier tour de New York, qui a été viré, qui a rebondi chez les Saints, qui a fait une belle saison l'année d'avant. Mais bon, voilà, on avait des joueurs, on ne savait pas trop comment se positionner vis-à-vis d'eux. C'était des joueurs qui pouvaient ressembler à des paris. Dans le même temps, les Bengals perdaient Carl Lawson, perdaient William Jackson au poste de cornerback. Donc, quand on prend le tout, le global, quand on fait le tableau, c'est vrai que ça pouvait ressembler plus à une free agency de Paris qui a porté ses fruits, et tant mieux, mais sur le papier avant la saison, difficile de se dire, OK, cette défense va être dans les plus performantes de la ligue, OK, elle va les porter jusque-là. Voilà, donc ça fait partie aussi des éléments. Donc, et puis surtout, peut-être le coach. Oui, c'est ça, on va en parler. Mais pour résumer un peu ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Et quand on fait un power ranking, on est obligé de prendre une décision, entre guillemets. Vous connaissez cet exercice propre au sport américain, notamment au foot US. On est obligé de prendre une décision. Et quand on avait vu tous ces points d'interrogation, on est parti sur le fait que ça ne marcherait pas ou peu. Bon, en l'occurrence, on s'est trompé, mais il fallait qu'on prenne une décision. C'était beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Et puis, comme tu le dis, il y a aussi le coach. Et en effet, comme tu le dis, une défense qui est nouvelle, des joueurs rookies draftés, un quarterback qui n'est pas forcément encore hyper expérimenté. C'est le genre de choses, ça, qu'un coach essaye de faire progresser. Et je ne vais pas trahir en disant qu'on n'avait pas forcément confiance en Zac Taylor aussi en début de saison. Et peut-être que et on en parlera plus tard, peut-être que cette confiance, ou en tout cas cet avis a changé. Mais en début de saison, puisque c'est de ça dont on parle, on n'avait pas forcément confiance en Zac Taylor. Ouais, c'est ça. Manque de confiance en Zac Taylor. Donc, après, effectivement, on aurait pu croire un peu plus au pari et les classer un peu plus haut que 29e dans notre power ranking. Mais de là, par exemple, à les classer dans les 14 premiers, ce qui correspond plus ou moins aux places de playoff, on pourrait dire ça, les 14 premiers du power ranking, même si la répartition n'est pas forcément pile l'égalitaire entre FC et NFC. Ça nous semblait clairement pas une équipe prétendante aux playoffs dès cette saison. Bon, ils l'ont fait, ils sont allés encore plus loin que ça. Donc voilà, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. Mais bon, je tenais un peu à nous redéfendre. Et d'ailleurs, quand je regarde dans le chat, globalement, les gens sont plutôt d'accord dans le sens où ils nous trouvaient peut-être un peu dur avec la 29e place. Mais c'est vrai que
personne ne voyait les Bengals aller aussi loin en intersaison et personne ne s'attendait à ça. C'est clairement la surprise de la saison et je pense que ça, personne ne peut vraiment le contredire. Oui, je me rappelle de quand on a fait le podcast lundi, Alain parlait de surprise de la semaine, voire surprise de la saison, et je me suis souvenu de nos discussions un petit peu en interne qui disaient qu'on est loin de la surprise de la décennie, parce que c'est vrai que quand on voit ça, alors certes là ce n'est qu'un chiffre et ce n'est que nous, mais comme tu le disais, très peu de gens y pensaient et très peu de gens imaginaient que cette équipe-là pouvait aller donc au Super Bowl. Et justement, on va parler de leur parcours jusqu'au Super Bowl. Alors, donc, il y a eu les playoffs qui sont relativement très frais dans la tête de tout le monde. Mais on va parler d'abord de cette saison régulière, surtout de cette saison régulière. Et on va peut-être voir le calendrier de cette équipe. Donc, déjà, comme tu le disais, il y avait un calendrier qui n'était pas évident parce qu'il y a avant la saison, encore une fois, il y a cette division qui implique les Ravens, qui implique les Steelers, qui implique aussi les Browns, parce que, comme tu le disais au début de la saison, c'est quand même des candidats typiques aux playoffs, et si on parle de power ranking, on les avait classés aussi relativement haut. Mais bon, voilà, donc il y a ce calendrier qui est pas évident, et qui, on le voit là, finalement, ils sont pas sortis trop mal. Je vais te passer la main parce que justement, on a décidé dans ce calendrier-là, un petit peu pour vous sortir des grands thèmes, des grandes lignes, des grandes dynamiques, sortir 3 matchs qui ont été pour nous des moments clés, des matchs clés qui expliquent un petit peu ce calendrier. Et Raft, tu as le premier. Alors, ouais, donc le premier match forcément qu'on a décidé de retenir, comme vous pouvez voir, c'est dans semaine 7, la victoire face aux Ravens à Baltimore, 41-17. On a voulu insister sur ce premier match parce qu'à ce moment-là, les Bengals, d'un point de vue comptable, déjà purement comptable, sont à 5 victoires pour 2 défaites. Donc, c'est un bon début de saison. C'est un début de saison qui leur permet de tout de suite se positionner, de pouvoir espérer les playoffs, alors que ce n'était pas forcément attendu encore une fois. Et puis, pourquoi on en fait un moment clé? Parce que c'est peut-être le premier match où on sent, on perçoit, j'ai envie de dire, le potentiel Joe Burrow. C'est plus de 400 yards dans le match. C'est un match où Ja'Marr Chase fait plus de 200 yards à la réception. C'est en plus dans une confrontation où les Ravens à l'époque n'étaient pas encore totalement dépeuplés. Ils avaient déjà des blessés, mais pas encore autant qu'en fin de saison. Et ils vont les battre à Baltimore. Donc, je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que c'est peut-être le premier match où on voit finalement les éléments qui vont porter les Bengals si haut cette saison. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on s'est dit. C'est vraiment le match, quand on cherchait un match qui a dit un peu à tout le monde, à tous les observateurs, ah oui, peut-être que les Bengals sont là pour de vrai. Alors, c'est pas encore le match qui nous a dit ils vont aller au Super Bowl, mais c'est le match qui nous a fait dire déjà peut-être qu'ils pourraient aller en playoff, en effet, parce qu'ils battent une équipe de playoff, tu l'as dit, ou une équipe qu'on imagine en playoff avec Baltimore. Que le début de saison est pas mauvais, vous le voyez à l'écran avec, il y a une victoire pour commencer face à Minnesota qu'on imaginait aussi pas mal. Après, il y a cette défaite face à Chicago. Voilà, c'est un calendrier, un début de calendrier qui est pas incroyable, mais qui est pas mal, comme tu l'as dit, 5-2. Et puis, il y a ce match 41-17, Joe Burrow qui est incroyable. Et puis, on avait sorti ce match aussi parce qu'on parlait de la division. C'est aussi le symbole que dans cette saison-là, les Bengals, ils ont quand même dominé leur division. Alors, ils finissent premiers, certes, mais ils battent les Ravens 2 fois, ils battent les Steelers. Alors, ils perdent 2 fois contre les Browns, mais il y a ce dernier match qui est un peu jeté, entre guillemets. Mais c'était aussi pour ça qu'on voulait mettre ce match en exergue, parce qu'ils ont dominé l'AFC Nord. Ouais, et exactement. Comme tu le dis, il y avait ce côté, déjà, avec cette victoire contre Baltimore à Baltimore, ils marquent vraiment un coup, ne serait-ce dans leur division. Quelques semaines avant, comme on peut le voir sur le calendrier, ils battent déjà les Steelers. Alors, on s'était dit, OK, ils battent les Steelers, mais Big Ben a l'air en difficulté cette saison. Ça va être une longue saison pour Pittsburgh. Attendons de voir ce qu'ils vont faire face aux 2 autres favoris, face peut-être aux 2 équipes qui semblaient le plus favorites dans la division. Et là, bam, ils arrivent à Baltimore qui enchaîne les playoffs, etc. Et démonstration. Donc, clairement, dans la division, ça les établit comme des vrais contenders. Eux, je pense qu'en termes de psychologie, de caractère, ça leur montre que cette saison, ils vont pouvoir essayer d'aller la chercher, cette division, parce qu'ils n'ont rien sur le papier, en tout cas pour le moment, et dans la façon dont ça se déroule dans les matchs, ils n'ont rien à se reprocher, non, mais ils n'ont pas de... J'en perds mes mots, ils n'ont pas de... Comment dire je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais disons que... Oui.
Ils nous ont montré en tout cas, parce que j'essaye en même temps pendant que tu parles, j'essaye de regarder les commentaires, hein, on va être tout à fait honnête, parce qu'on essaye aussi de vous montrer, d'être avec vous et puis d'en discuter avec vous. Mais je vois exactement ce que tu voulais dire. C'est qu'en effet, cette équipe-là, il s'impose comme une équipe qu'il faut surveiller. Avec ce match-là, c'est une équipe qu'il faut surveiller très nettement. Et la suite, après, même si, alors je ne sais pas si tu veux déjà qu'on passe au match suivant ou tu veux finir ce que tu disais, si jamais tu as retrouvé ce que tu voulais dire. Mais en effet, ce match-là, c'est le premier qu'on a voulu mettre en avant. Ouais, non, mais on peut passer au second. Je pense que les gens ont globalement compris. D'ailleurs, dans le chat, Allez, on passe au second. Dans le chat, ils le disent bien. En gros, ils ont rien à perdre et ils se rendent compte qu'ils peuvent aller chercher cette division et finalement, ils sont pas si loin que ça des autres. Et donc, je pense que dans ce parcours, dans ce chemin vers les playoffs et vers le Super Bowl, c'est une des premières étapes clés, clairement. Du coup, ensuite, on va pas parler forcément que des victoires. Non, effectivement, comme disent certains, c'est aussi dans les défaites qu'on se construit et qu'on progresse. Et à ce titre-là, nous, on a été plutôt marqués par la défaite en semaine 13 contre les Chargers, 41-22, donc c'est une grosse défaite. Ils sont dominés globalement une bonne partie du match. Ils explosent totalement dans le quatrième quart-temps. Et on a voulu en parler parce qu'à ce moment-là, ils reviennent à un bilan de 7-5. La semaine suivante, d'ailleurs, sans même trop parler sur le match suivant, mais la semaine suivante, ils perdent à nouveau, ils se passent à un bilan de 7-6. Donc, ça commence à être une période de l'année où on se dit, ah, ok, la surprise va peut-être un peu dégonfler, ça va être plus compliqué. Et surtout, je trouve, et voilà, on vous invite aussi, par exemple, à aller voir la fiche de match, le box score sur les sites. Mais on voit dans ce match-là les défauts et les inquiétudes qu'on peut avoir en fait autour de l'effectif et qui là explose à nouveau. C'est-à-dire, on a un Joe Burrow qui reste un rookie avec un match avec 2 interceptions, un fumble. On a une ligne offensive surtout, et c'est peut-être là qu'on peut insister. C'est cette ligne offensive qui sur ce match autorise 6 sacs, 11 quarterback hits, 5 tackles pour perte sur ses coureurs. Et donc là, quand tu vois ça, tu dis, OK, c'était cette ligne-là offensive qui nous faisait peur en début de saison. Elle le confirme dans un match face à un rival pour les playoffs. Et on se dit à ce moment-là, comment Joe Burrow et cette attaque peuvent aller au-delà de ça. Et c'est ça, et c'est cette inquiétude-là dans ce match-là qui peut-être a permis aussi aux Bengals derrière de retravailler dessus, mais qui, sur le moment, tu dis, c'est une étape importante dans le chemin des Bengals parce que ça montre aussi des lacunes qu'on a vues en playoff. Oui, parce que, alors, tu l'as un petit peu évoqué, on a cherché des matchs parce que c'est un peu plus parlant, mais c'est vrai qu'on peut parler de moments et on a un peu débattu sur lequel moment entre celui de San Francisco et celui des Chargers, mais en fait, on est tombé d'accord pour dire que les deux exprimaient la même chose pour nous, c'est que c'était là vraiment le moment de bascule, de dire est-ce que voilà, les Bengals rentrent dans le rang vraiment ou pas avec les lacunes dont tu parlais, parce que en effet à ce moment-là, Joe Burrow c'est l'un des quarterbacks qui lance le plus d'interceptions. La ligne offensive, ça finit par être la ligne qui autorise le plus de sacs de la ligue à la fin de la saison avec 55 sacs, je crois, autorisés sur Joe Burrow en saison régulière. Et ces deux matchs-là sont typiquement le symbole de ça, en effet, tu l'as bien dit. Et du coup, on se dit, est-ce que c'est le moment où les Bengals rentrent dans le rang, pas loin des 50%, avec Baltimore qui commence un petit peu à chuter parce qu'on se rappelle, Lamar Jackson est blessé à ce moment-là, mais ils sont toujours là. Il y a qui est toujours un petit peu, ils vont finir en playoff. Et voilà, c'est vraiment deux matchs où on s'est dit, et notamment ce premier match face aux Chargers, parce qu'en plus, il y a cet affrontement avec Herbert. Forcément, ce match qu'on regarde un petit peu plus parce que c'est les deux quarterbacks qui ont été draftés en même temps l'année dernière. C'est deux stars en devenir, deux joueurs qu'on aimerait bien voir. Et pour le coup, il y a Herbert qui domine largement les Chargers, largement les Bengals. Et les Chargers sont aussi en position pour aller en playoff. Donc on se dit, allez, peut-être que s'il y a une équipe pour aller en playoff, c'est peut-être les Chargers à ce moment-là parce qu'ils arrivent à être un peu plus constants que les Bengals. Encore une fois, il s'avère que non, mais c'est un match qui est, comme tu dis, décisif, je pense, dans la saison de Joe Burrow et de toute l'attaque et la défense de Cincinnati.
Ouais, non, c'est totalement ça. C'est peut-être même un match qui, dans la défaite, permet à Zach Taylor, à tout le monde de se re-questionner, de voir que le début de saison, que la course sera pas si facile que ça pour les playoffs et il faut continuer sur la lancée, continuer sur les ajustements parce qu'ils ont une deuxième partie de saison, on va y revenir, où ils s'ajustent beaucoup en deuxième mi-temps. Et donc, je pense que ce match-là est peut-être presque la défaite la plus importante pour eux pour se remettre en question et ne pas être cette jeune équipe qui réussit trop vite et qui flambe et qui se fait surprendre en dernière journée, on va dire ça comme ça. Oui, parce que du coup, dans la foulée, vous le voyez, donc il y a cette défaite à San Francisco, on en a parlé, pour nous, c'est à peu près la même séquence. Puis ensuite, il y a cette fin de saison. 4 matchs, 3 victoires. On l'a dit, cette défaite face à Cleveland, tous les joueurs étaient en repos. Ils étaient assurés d'avoir le titre de division. Donc, on a considéré qu'on n'allait même pas la calculer. Mais il y a quand même 3 belles victoires. En tout cas, 3 victoires. Il y a face à Denver. Il y a ce carton, une fois de plus, face à Baltimore. Alors, on vous en a parlé un petit peu sur le match aller. Mais le match retour, c'est quasiment le même avec un Joe Burrow incroyable, des touchdowns et un Ja'Marr Chase. Mais on voulait surtout appuyer sur ce match face à City parce qu'ensuite, l'histoire a fait un petit clin d'œil. Ils se sont retrouvés en finale de conférence. Mais ce match-là, en saison régulière, il a aussi dit beaucoup de choses de cette équipe. Ouais, il dit beaucoup de choses. Alors, d'abord, factuellement, on peut simplement revenir sur le fait que cette victoire en semaine 17, elle offre la division aux Bengals. À ce moment-là, ils sont officiellement qualifiés en playoff, ce qui n'était plus arrivé depuis un petit moment, ce qui permet de... Déjà, rien que ça, l'impact de prendre le titre de division, c'est forcément un match clé dans la saison de Cincinnati. Au-delà de ça, en plus, c'est une victoire obtenue face à des Chiefs qui, à ce moment-là, jouaient encore pour la première place AFC. Donc, on ne peut pas se dire, ouais, ils battent les Chiefs, mais parce que Kansas City n'avait rien à jouer. Si, Kansas City jouait pour recevoir toutes les playoffs à la maison. Et on l'a bien vu sous Mahomes, aller battre Kansas City à Kansas City, ça se fait pas vraiment. Donc, c'était quand même un match à enjeu ultra important. Et dans ce match à enjeu important, les Bengals arrivent à l'emporter. Donc déjà, factuellement, tu as ce côté, OK, on remporte la division, on est sérieux. Donc en termes de confiance, je pense que déjà, ça met un coup de boost dans cette saison de Cincinnati. Et puis, comme tu le dis, vu le scénario du match, dans ce match-là, en semaine 17, je rappelle, les Bengals sont menés 21-7, ils sont menés 28-17 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils n'autorisent les Chiefs qu'à un seul field goal. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais voilà, c'est exactement ce qu'ils ont fait ce dimanche. Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je pense qu'on forcément, quand tu vois ça, ce scénario du match, ça a forcément pesé dimanche dernier dans l'esprit des Bengals à la mi-temps, au vestiaire. Enfin, je ne peux pas croire que ça n'ait pas pesé, que Zach Taylor ne leur ait pas dit ne paniquez pas, on a du retard. C'était aussi le cas en semaine 17. On est allé les chercher, on est allé faire ce qu'il fallait pour l'emporter. Les gars, vous avez réussi à les limiter à 3 points en semaine 17 en deuxième mi-temps, vous pouvez le refaire. Enfin, je pense que du coup, forcément, avec un tel scénario dans cette finale de conférence, on est obligé de faire le parallèle avec le match de la semaine 17 et de se dire que ce match-là a été fondateur dans l'état d'esprit de l'équipe pour se dire qu'en fait, ils peuvent tout faire, aller battre le champion au titre, remonter. Donc, pour moi, on ne pouvait pas passer à côté de ce match, clairement. Oui, parce que tu l'as dit, chaque équipe et chaque joueur a un petit peu des exemples et je peux pas croire que les Bengals ne prennent pas un petit peu exemple de ce qui se passe à Kansas City depuis quelques années avec un quarterback vraiment qui est le ciment de tout, une défense qui est là pour faire de bonnes choses et permettre à cette attaque de marquer des points. C'est ce qui se passe à Kansas City, c'est ce qui leur a permis de gagner un titre, d'aller au Super Bowl à 2 reprises. Et forcément, les Bengals s'inspirent de ça, je pense. Et en fait, quand ils les battent, ils se disent, bah, nous aussi, on peut le faire et on peut même parfois, sur des matchs, faire mieux qu'eux. Et comme tu l'as dit, là, 34-31, un super match en plus, avec tout ce qu'on voit ensuite. Le kicker, rookie, Ja'Marr Chase qui a plus de 200 yards, qui fait la misère complète aux Chiefs. Et d'ailleurs, ce qui a obligé les Chiefs à revoir leur défense durant cette finale de conférence. Donc, en effet, ce match-là, il est vraiment, vraiment pas anodin et il est une nouvelle fois fondateur de ce que la saison des Bengals était. Je rajoute sur ce match-là, par exemple, Cincinnati limite Tyreek Hill à 40 yards sur ce match en semaine 17. Donc, c'était la preuve que déjà, ils avaient trouvé en interne à ce moment-là un peu des solutions pour bloquer le feu follet Kansas City, ce qu'ils ont quand même réussi à bien refaire dans cette finale de conférence. Donc,
clairement, ça a été un match hyper important pour eux. Tu as presque envie de te demander s'ils les avaient pas rencontrés en saison régulière, est-ce qu'ils se seraient pas fait piéger dimanche dernier? Enfin, donc bon, je pense que ouais, c'est quand même hyper important pour eux, clairement, de ce match et fondateur dans ce parcours jusqu'au Super Bowl. Voilà, pour nous, c'était donc ces 3 matchs-là. Donc, on le rappelle, pour ceux qui arrivent, c'était donc la victoire face à Baltimore en début de saison, la défaite face aux Chargers, parce que les défaites, on l'a dit, peuvent aussi être inspirantes, et donc cette victoire face à City. On va enchaîner donc on a décidé de sortir une bonne et une mauvaise surprise. Alors, on va voir si on a une bonne et une mauvaise ou 2 bonnes. On verra comment on en parle. Je vais être grave. Mais vous, en tout cas, si vous avez des matchs qui vous ont marqué du côté des Bengals, n'hésitez pas. S'il y a des matchs pour vous qui ont été fondateurs, qu'on a décidé d'en prendre que 3 parce que sinon, on vous faisait les 17 matchs et on était là jusqu'au Super Bowl dimanche prochain. Donc, il fallait qu'on en fasse que 3. Et puis surtout, il y a une deuxième équipe. Mais si vous en avez, n'hésitez pas. En attendant, Raph, toi, tu as dû sortir une bonne surprise ou 2, je sais pas, tu vas me dire, sur cette saison des Bengals. Alors, effectivement, côté bonne surprise, j'aurais pu parler de Joe Burrow et Ja'Marr Chase parce qu'ils ont, je pense, à peu près globalement dépassé les attentes de tout le monde. Donc, ça aurait pu être la surprise dans le sens on s'attendait à du bien, ça a été encore mieux et c'est super. Mais tout a déjà été tellement dit sur les 2 joueurs, sur les 2 jeunes joueurs, tout. Enfin, bon, ça en est presque, je vais dire, pas répétitif, mais voilà, je voulais plutôt axer sur un autre joueur qui a été vraiment important cette saison chez les Bengals. Et de l'autre côté du terrain, pour moi, donc c'est la bonne surprise de la saison, c'est vraiment Trey Hendrickson. En plus, pour être franc, c'est un mea culpa un peu personnel parce que je l'avais mis dans nos émissions de jugement de la free agency. Je l'avais mis dans les potentiels flops de la free agency. Donc voilà, petit mea culpa clairement de mon côté. Mais alors, Trey Hendrickson cette saison, pour rappeler quand même, c'est 14 sacs, 12 plaquages pour perte, 3 fumbles forcés et un certain nombre d'actions clutch dont tous les fans ont en tête assurément. Alors, pourquoi c'est la bonne surprise? Parce que, comme je le disais, finalement, à la free agency, il arrive pour remplacer Carl Lawson. Carl Lawson qui est envoyé chez les Jets à ce moment-là, qui était un joueur assez apprécié des fans, qui était vu comme un jeune joueur à fort potentiel. Donc, Hendrickson, il arrive avec cette responsabilité de devenir le defensive end numéro 1 et il va répondre à toutes les attentes. Et je trouve ça vraiment que c'est une bonne surprise parce que faut rappeler un peu d'où il revient. Hendrickson, avant, il était chez les Saints. Il fait 2 premières saisons plutôt discrètes. Alors, il y en a une où il est blessé, mais bon, globalement, c'est assez discret ce qu'il fait à New Orleans. Et en fait, il explose lors de sa 4e année avec 13,5 sacs en saison. Jusqu'alors, son meilleur total, c'était 4,5 sacs sur une saison. Donc, tu as un joueur qui explose dans un système à New Orleans en plus qui est assez sac friendly, j'ai envie de dire, où vraiment le coordinateur défensif joue beaucoup de schémas qui permettent et qui mettent beaucoup la pression, qui permettent d'aller chercher le quarterback adverse, avec un front seven où il y a déjà beaucoup de monde aussi qui attire de l'attention. Donc, Hendrickson, il fait ses 13 sacs et demi en plus sur sa dernière année de contrat. À partir de là, on en a vu dans la ligue des joueurs qui font une super saison la dernière année de contrat ou qui ont notamment des edge rushers qui ont une très belle année à plus de 10 sacs mais qui disparaissent un peu ces dernières saisons. On peut en parler. On a vu Vic Beasley l'année où les Falcons vont au Super Bowl et derrière Vic Beasley n'a plus jamais rien fait. On avait vu des Dante Fowler qui fait une très belle saison à plus de 10 sacs mais qui disparaît derrière. Donc, si tu veux, quand tu mélanges le mec qui explose la dernière année de son contrat dans une équipe où il y avait beaucoup de matos qui lui ouvraient des brèches, sur une catégorie en plus où il se fait remarquer sur une catégorie où on sait qu'il y a des joueurs qui connaissent un pic à un moment et qui derrière disparaissent, je trouve qu'il y avait un peu de tout pour que Trey Hendrickson soit finalement un peu le coup qui passe à côté. Et or, c'est absolument pas le cas. Il fait encore mieux chez les Bengals, il progresse encore, c'est un vrai leader. Donc à partir de là, pour moi, c'est vraiment ça la bonne surprise du côté des Bengals cette saison. Donc voilà, je Mais écoute, sais pas je si suis tu es totalement d'accord. d'accord avec toi. Alors, vous l'avez peut-être vu.
Je suis totalement d'accord avec toi. Comme je disais, vous l'avez peut-être vu, j'ai dû passer dans la tente bleue vite fait, rapidement. Je suis revenu normalement, donc j'ai pas tout entendu ce que tu as dit, mais bon, on va pas vous mentir, on a débattu de tout ça avant, donc je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Chaise et on a beaucoup vanté les mérites d'une bonne draft, mais c'est vrai que ce qu'on n'a pas fait assez, parce que ça ne marche pas qu'avec la draft, même si c'est très important, mais c'est vanter les mérites d'une bonne free agency avec tous les joueurs qui ont été signés, parce que forcément, ils font partie de cette équipe qui est l'alchimie qui leur permet d'arriver au Super Bowl. Et Trey Hendrickson est clairement la clé de voûte, en tout cas le symbole d'une free agency réussie pour toutes les raisons que tu as évoquées et qui ont été certainement très intelligentes et très claires. Voilà, je rigole 5 minutes. C'était donc les deux la bonne surprise, oui, c'était la bonne surprise de cette équipe. C'est ça, c'est la bonne surprise, je précise, parce que dans le chat, il y a Boomer730 qui est plutôt d'accord avec nous. Il y a deux autres noms qui sont proposés, qui ressortent. Il y a Krugenta qui parle d'Uzomoa, le tight end des Bengals, qui effectivement fait une globalement bonne saison. De mémoire, il est pas loin des 500 yards à la réception, ce qui est pas anodin hein, dans une équipe où tu as Chase et Higgins qui sont à plus de 1000 yards, que tu as Boyd qui a quasiment 900 yards aussi. Donc avoir un quatrième joueur, être capable d'être à 500 yards, c'est quand même assez important. Donc là-dessus, je suis plutôt d'accord. Et il y a Simon Forvalet qui propose Evan McPherson, le kicker rookie. C'est vrai, qui est drafté assez haut de mémoire, 5e tour. Et oui. bon, voilà, qui est drafté au 5e tour et qui enchaîne. Pour le coup, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que pour le coup, un kicker, on le sait, c'est qui est basé sur, ou en tout cas qui est créé pour marquer que des touchdowns, en tout cas, n'aurait pas besoin d'un kicker incroyable, mais on le sait, toutes les très bonnes équipes qui ont fini championnes, on se rappelle souvent des kickers, on se rappelle des kickers, on se rappelle même de Butner, qui est le kicker des Chiefs, et pour le coup, McPherson, il fait des plays incroyables, il est à 12 sur 12. On le sait, contre les Titans, l'attaque n'a pas explosé. Leur match contre les Raiders, l'attaque n'a pas explosé. Il a toujours été là. Il est serein, il a une maturité. En effet, ça aussi, ça fait partie des très bons choix de draft qui a permis à cette équipe d'arriver là. Je crois qu'on a un petit souci de connexion avec Lucas pour rien vous cacher. Je crois qu'on a perdu Lucas. Camille, est-ce que tu peux me confirmer qu'on a perdu Lucas? Ouais, bon, écoutez, désolé. Alors, du coup, on voulait enchaîner après cette bonne surprise côté Bengals. On voulait vous parler de la mauvaise surprise ou le flop, on pourrait dire, de la saison. Et en fait, pour tout vous dire, on y a réfléchi avec Lucas. On s'est fait une petite conférence de rédaction avant émission. Et on trouve qu'il n'y a pas de mauvaise surprise en fait chez les Bengals cette saison. Parce que c'est une équipe, tout simplement, on ne voulait pas mettre un nom, un joueur, une escouade pour rien. C'est une équipe qui a surperformé à peu près partout, à tous les niveaux. Alors bien sûr, on aurait pu mentionner la ligne offensive. Mais entre nous, objectivement, la ligne offensive, personne ne s'attendait à rien de cette ligne offensive. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une mauvaise surprise? Est-ce qu'on peut dire qu'elle déçoit? On n'en est pas convaincu. Encore une fois, parce qu'on n'en attendait rien. Donc à partir de là, on ne voulait pas faire du forcing à dire il y a eu un raté pour un raté, parce que vraiment, on pense que tout a été globalement réussi chez les Bengals cette saison, et que ça serait dur en fait de nommer quelqu'un comme une mauvaise surprise. On ne voit pas tellement de déception. Donc c'est pour ça que ça va rester une catégorie vide pour Cincinnati, parce que voilà. Je crois qu'on a retrouvé Lucas. Ouais, je voulais voir un petit peu comment tu te débrouillais tout seul. Je fais des petites vannes comme ça. Je suis de retour normalement. Alors oui, on a décidé de mettre cette catégorie blanche. Maintenant, pour être tout à fait honnête, moi, on s'est partagé les deux équipes. Et donc, c'est Raph, c'est toi qui a le lead, comme on dit, sur cette équipe-là. C'est toi qui décides, c'est toi qui as le final cut. Et donc, en effet, cette catégorie restera blanche, mais c'est vrai que moi, la ligne offensive, tout de même, elle reste quand même quelque chose. Ça peut pas être une mauvaise surprise, c'est vrai, parce qu'on n'en attendait rien. Donc, comme tu le dis, on peut pas taper sur quelque chose qu'on attendait déjà de mauvais. Mais ça reste quand
une grosse faille. Et ça aussi, c'est très fort. Mais ils prennent encore plus de sacs que l'an dernier. Je crois que l'année dernière, ils sont à... Le sac, c'est aussi une statistique qui est un peu imputable au quarterback. Mais quand même, cette ligne offensive, elle a, si ce n'est début, elle n'a pas été bonne. Ça, c'est des choses. Oui, elle a pas été bonne. Après, tu vois, par exemple, sur le chiffre des sacs, je m'interroge un peu aussi sur est-ce que c'est pas lié à l'absence de Burrow une partie de saison l'an dernier? À partir du moment où Joe Burrow a été blessé, Cincinnati a moins joué à la passe, c'est plus tourné vers son jeu au sol, donc il y a eu aussi moins d'opportunités, j'ai envie de dire, d'aller saquer le quarterback adverse. En plus de mémoire, donc c'était Brandon Allen, le quarterback remplaçant, qui est un peu plus expérimenté. Peut-être qu'il avait aussi, parce qu'on l'a parlé cette saison, un des petits défauts de Joe Burrow, des fois, c'était d'encaisser le sac plutôt que de se débarrasser du ballon. Peut-être que Brandon Allen a aussi évité quelques genres de situations de la sorte parce qu'il avait cette expérience-là. À défaut d'être un bon passeur, il savait au moins quand se débarrasser de la balle. Donc, tu vois, c'est des trucs. Moi, j'ai pas eu l'impression que la ligne offensive avait régressé pour le coup. Donc bon, j'entends qu'elle est mauvaise et que si tu dois décider d'un flop cette saison, de toute manière, c'est la ligne défensive, enfin c'est la ligne offensive de Cincinnati. Ça me paraît globalement évident. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on disait. À partir du moment où on était parti sur une mauvaise surprise. Exactement, c'est vrai. Pourtant, si on avait dû faire flop, on aurait dit la ligne offensive. Mais c'est vrai que là, on parle de mauvaise surprise. Et pour une équipe qui était 29e au début, qui va au Super Bowl, difficile de sortir une mauvaise surprise. C'est ce qu'on s'était dit. Et on va rester sur ça. Et pour le coup, je suis d'accord. Je me permets du coup juste de donner quelques commentaires sur le chat parce que les gens se moquent un peu de toi. On a Bill Zversky qui dit Lucas fait une bonne imitation de Mahomes au dernier match. #bug. On a Doudou Jets qui nous dit heureusement pour les Bengals que la connexion Bureau Chase fonctionne mieux que la connexion de Lucas. Voilà, juste, je me permettais de. Écoutez, non, mais ils ont bien raison. Continue. Très bon. Mais alors pour le coup, hier, ça a très bien marché. Aujourd'hui, ça marche un peu moins. Ça a l'air de fonctionner pour l'instant. On va croiser les doigts. De toute façon, s'il y a un problème, ça sera Camille, hein, sachez-le. Parce que quand tout se passe bien, c'est lui le plus fort. Quand il y a un problème, il faut trouver des coupables. Hein. Voilà, ça sera sur le coordinateur défensif. Bon. On va essayer de faire fonctionner ça. On va terminer sur les Bengals avant de revenir sur les notes, mais surtout revenir rapidement sur les statistiques. On a une petite infographie, notamment normalement sur les statistiques, qui montre aussi que cette équipe-là, elle est allée au bout, entre guillemets, puisqu'elle va jouer le dernier match de la saison, peu importe le résultat, avec des statistiques qui, pour le coup, quand on regarde cette infographie comme ça, je défie quiconque de me dire que c'est une équipe qui va au Super Bowl. Ah oui. C'est assuré. Comme tu dis, ils sont bien classés sur les points marqués par match, mais derrière, bon, tu vois ça, tu dis ok, bah, c'est une bonne attaque, mais c'est pas non plus une attaque exceptionnelle et une défense correcte sans plus. Donc, comme tu dis, on l'a mis parce qu'on trouvait, alors même si c'est pas les stats les plus avancés et qu'on pourra toujours redire sur certaines stats, bien sûr, mais globalement, quand tu regardes ça, comme tu dis, tu as l'impression de voir une équipe bonne. J'ai presque envie de te dire une équipe porte playoff. Porte playoff, voilà. C'est ce que ça donne. Oui, on le voit, tu disais les points marqués. Alors certes, on le voit, c'est l'attaque qui était dominante dans cette équipe avec un tout petit peu plus de 27 points marqués par match. Mais entre guillemets, ils ne sont que 7e. Alors c'est top 10, mais c'est pas parmi les meilleures attaques en termes de statistiques, une nouvelle fois. Et puis on peut faire dire aussi beaucoup de choses aux statistiques, mais ça reste des indicateurs. On voit aussi les turnovers. Alors c'est une défense qui a provoqué pas mal de turnovers, mais c'est aussi une attaque qui en a pas mal subi, entre guillemets. On l'a dit, Joe Burrow qui a lancé pas mal d'interceptions, notamment en début de saison. C'était un petit peu mieux sur la fin, mais pendant longtemps, il a été le quarterback qui lançait le plus d'interceptions. Ça aussi, ça prouve que c'est un quarterback qui est capable de s'améliorer. Puis il y a cette défense qui n'est pas la meilleure défense, mais encore une fois, qui est capable, sur des mi-temps, sur des matchs, de faire le travail. Là, pour le coup, c'est sur un écart de 3 matchs. On espère pour eux que ça sera sur un écart de 4 matchs. Mais en effet, voilà, pour résumer tout ça, les statistiques montrent encore une fois que cette équipe-là, ça accrédite la thèse que c'est une surprise, une belle surprise, mais une vraie surprise. Ouais, non, c'est exactement ça.
Voilà, ça c'était donc pour les Bengals, en espérant que ma connexion fonctionne pour les Rams, parce que pour le coup, c'est moi qui suis censé avoir le lead sur les Rams. Donc si je suis pas là, Raph va devoir être encore meilleur que ce qu'il a été sur les Bengals. Ça devrait aller. Ça devrait aller. On va commencer donc pour parler des Rams. On utilise le même schéma. On va vous parler de ce qu'on pensait pour les Rams avant la saison. Alors pour le coup, là, c'est un petit peu mieux. On les avait mis 7e de notre power ranking. Pareil, on parle du power ranking d'avant-saison. Là, c'est un petit peu mieux. Vous voyez la fiche preview qui avait été faite par Marc Orfila, que vous pouvez lire sur le site, qui les avait mis premiers en NFC West avec 13 victoires, 4 défaites. C'est l'opposé des Bengals. Mais voilà, là aussi, il y avait quelques raisons, Raph. Alors, on était ensemble pour ce power ranking, je le rappelle. Pourquoi on avait décidé, pourquoi il y avait Alain, toi et moi, qu'est-ce qui nous avait fait les mettre 7e de ce power ranking? Ce qui est, juste avant que tu commences, ce qui est bien, mais qui n'est pas une équipe peut-être de Super Bowl. Ouais, je ne sais plus exactement si on les avait qualifiés d'équipe d'équipe Super Bowl, mais clairement, on les avait pas mis dans les premiers, mais en même temps bien classés. Je pense que tout le centre d'attention, et on peut quasiment directement aller dessus, c'était l'arrivée de Matthew Stafford. Voilà, c'était à la fois Matthew Stafford leur permet de grappiller des places dans le classement, mais est-ce qu'elle est suffisante pour être top 3 par rapport aux autres équipes de la Ligue? C'était la question. Il y a plus ou moins répondu. Oui, il y a plus ou moins répondu. Ça te fait toujours aussi mal de le dire, hein, toi qui n'étais pas forcément un fan de Stafford. Non, mais on rigole. Mais après, oui, rappelons que les Rams l'an dernier, ils perdent en playoff. Ils perdent contre ils perdent leur premier match contre les Seahawks, je vais dire n'importe quoi peut-être. Ils perdent leur premier match de playoff, en tout cas l'an dernier. Ils vont pas très loin en playoff. Et puis il y a ce trade qui est quasiment désormais, il y a un an jour pour jour. On a vu là il y a quelques jours que quand il a qualifié, enfin quand les Rams se sont qualifiés, c'était quasiment un an jour pour jour. C'était un beau parallèle. Mais voilà, il y a ce trade énorme qui bazarde entre guillemets notamment beaucoup de choix de draft et notamment des premiers tours pour récupérer un quarterback. Voilà. Et quand on commence la saison, on se rappelle que Brandon Staley aussi, qui est le coordinateur défensif, qui était l'un des architectes de cette défense, s'en va pour aller prendre les Chargers. Donc là aussi, il y a quelques interrogations du côté des Rams. Sean McVay est toujours là. On connaît les énormes qualités de Sean McVay. Il y a aussi quelques défauts, entre guillemets. Donc, on les imaginait bons, voire très bons. On ne les imaginait pas encore aux côtés des Chiefs, des Buccaneers. Bon, toutes ces équipes-là ne sont pas au Super Bowl et c'est cette équipe-là qui est. Mais en effet, voilà, on les imagine dans la meute des prétendants, peut-être outsiders, au moment de démarrer la saison, bien entendu. Ensuite, la saison démarre, parce que là aussi, on se rappelle qu'on commence la saison en imaginant que cette NFC West est l'une aussi des très bonnes divisions, parce qu'on a parlé de la FC Nord. Mais Raph, si on peut toucher un mot aussi de cette NFC West, qui est à l'abord de cette saison l'une des divisions qui nous semble les plus dangereuses de la Ligue. Ah complètement. De mémoire, dans ce Power Ranking d'avant-saison, on a les 4 équipes de NFC West dans les 12-13 premiers de mémoire, peut-être 15 max, mais en tout cas, on les a toutes à ce niveau-là. Parce que tu as une division avec des coachs prometteurs, des quarterbacks établis, des effectifs avec beaucoup de qualité en attaque, en défense. Et donc, clairement, ça semblait être la division qui pouvait le plus profiter de ce 7e spot en playoff pour envoyer clairement 3 équipes. Et c'est ce qui a été fait, d'ailleurs, sans grande surprise au final. Hein. On l'avait presque vu venir pour le coup. S'il y avait bien une division NFC capable d'envoyer un maximum d'équipes, c'était elle. Et puis 3 équipes et 2 équipes en finale de conférence, ça aussi c'est une petite performance. 2 équipes de la même division en finale de conférence, c'est pas mal. Il y a ensuite donc ce calendrier qu'on va certainement voir, et encore une fois on va récupérer 3 matchs dans ce calendrier qui sont pour nous des grands moments de cette saison. On a décidé de prendre le premier match, c'est forcément cette réception de Tampa Bay, parce que Tampa Bay à ce moment-là est champion en titre, ils le sont toujours d'ailleurs. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, ils sont toujours aussi impressionnants. Tom Brady semble avoir même être meilleur encore dans cette attaque que l'année dernière. Et puis il y a cette belle victoire 34-24, surtout un gros match de Matthew Stafford. Je me suis noté 343 yards de Matthew Stafford, ce qui va notamment
on va dire, récompenser un très bon début de saison parce qu'on parle de ce match-là, mais les Rams commencent 7 victoires, 1 défaite sur les 8 premiers matchs. Ça valide déjà, dès le 3e match, comme on le disait, ce trade avec un Matthew Stafford qui est très bon et cette équipe qui fait déjà tomber le champion en titre. Ouais, complètement. Ça fait gonfler la cote ça fait gonfler la cote des Rams pour aller loin cette saison, ce début de saison et cette victoire face à Tampa Bay, en plus dans un match qu'ils dominent vraiment largement. Pour le coup, ils se font pas particulièrement peur. Je trouvais que dans ce match, ils avaient vraiment la main mise dessus. Et comme tu dis, c'est la validation de la stratégie de Les Snead autour de la free agency. C'est la validation en tout cas, où l'impression que cette attaque portée par Matthew Stafford peut aller plus loin que ce qu'elle ne l'était sous Jared Goff. Et on savait que Jared Goff était le plafond de verre, la limite offensive des Rams. Et là, tout semble exploser parce que Matthew Stafford est là. Il fait déjà briller Cooper Kupp comme jamais. Robert Woods est très bien utilisé. Donc clairement, c'est le match important à ce niveau-là. Et même défensivement, je trouve que ça vient balayer quelques craintes qu'on pouvait avoir avec le départ de Brandon Staley. Parce que défensivement, ça se tient face au champion au titre, ça se tient face à Tom Brady. C'est un match solide de leur part à ce niveau-là. Donc, au sortir de ce match-là, clairement, il est difficile de se dire que les Rams ne sont pas prétendants au Super Bowl, clairement. Oui, clairement, voilà, c'est le match qui les fait passer de, comme on disait, peut-être outsider à parmi les prétendants, en effet. Parce qu'en plus, tu parles de cette défense, on le sait, avoir une défense qui tient année après année, c'est un petit peu plus compliqué que l'attaque. C'est souvent ce qu'on dit, d'avoir gardé cette assise défensive, c'est pas toujours évident, et notamment quand le coordinateur défensif s'en va. Et pour le coup, là aussi, ça a montré que cette défense-là, avec toujours les très bons joueurs qu'il y a, Donald, Jalen Ramsey, voilà, on va pas encore tous les citer, mais ça prouve que cette défense sera encore là pour poser des problèmes. Et c'est ce qu'ils ont fait, notamment face à Tampa Bay, encore une fois, même s'ils se sont fait revenir, mais lors des playoffs. Là, on parlait des Chiefs et des Bengals. Ce match face aux Buccaneers, ça prouve aussi aux Rams qu'ils sont capables de battre le champion en titre. Et ça peut déclencher peut-être une barrière psychologique, lever une barrière psychologique pour cette équipe-là, notamment quand on voit qu'après, ils les battent en demi-finale de conférence. Ah ouais, c'est exactement ça. Ensuite, donc, puisqu'on vous parle de 3 matchs, le deuxième, parce que vous le voyez, il y a 7 victoires donc, et une défaite sur les 8 premiers matchs. Là, clairement, les Rams s'imposent comme parmi les favoris. Il y a juste cette défaite face à Arizona qui commence, eux, sans aucune défaite, donc qui sont toujours premiers de la division. Et puis, on a décidé de choisir cette défaite face à San Francisco, que vous voyez tout en bas à gauche, 31-10, parce que, on l'a dit, c'est en semaine 10, et ces matchs-là, de division, c'est toujours des matchs particuliers. Alors on sait que les logiques ne sont pas toujours respectées en match de division. On se rappelle d'équipes qui perdaient alors qu'elles étaient favoris en division, et notamment la NFC West. Mais ce match-là, pour nous, il est le symbole quand même que tout n'est pas parfait du côté des Rams. Il y a eu beaucoup de questions, et j'aime à le rappeler, sur l'agressivité, sur le caractère de cette équipe-là. Et on a trouvé que ce match-là était le match qui le montrait, qui faisait ressortir le plus peut-être ce défaut d'agressivité, de caractère. En tout cas, San Francisco l'avait plus. Et puis derrière, il y a aussi ce côté Sean McVay face à Kyle Shanahan, les démons qui ressortent des Rams qui perdent face aux 49ers depuis un moment. À ce moment-là, c'est la 5e victoire consécutive. Il y en aura une 6e après. Mais voilà, là, ce match-là, et en plus, c'est juste après, les 2 trades pour Odell Beckham Jr. Enfin, c'est même pas un trade parce que je crois qu'il est récupéré alors qu'il est libre. Et le trade pour Von Miller. Donc là, on se dit, il y a encore une fois, tu parlais du general manager, il y a une stratégie qui est très claire, c'est le all-in. C'est ce qu'ils avaient mis sur leur Twitter notamment, et c'est peut-être la stratégie la mieux pour définir ça. Et pour l'instant, ça ne paye pas parce que Odell Beckham est encore un peu en dedans. Von Miller est un petit peu discret. Alors, je crois que c'est leur premier match à tous les deux. Von Miller a été là avant, il n'a pas pu jouer contre Tennessee, je crois. C'est leur premier match à tous les deux. Il reste beaucoup de temps et on le verra par la suite. Mais sur ce moment-là, il y a encore beaucoup de questions qui se lèvent sur l'effectif et sur le Los Angeles, enfin sur les... Ouais, il y a, comme tu dis, il y avait des questions à ce moment-là. Je vais pas redire tout ce que tu as dit parce que tu as globalement bien résumé les inquiétudes.
Mais je dirais qu'en plus de ces trades qui semblent pas forcément payants à ce moment-là, il y a un Matthew Stafford qui baisse un peu de rythme, qui se remet à faire quelques erreurs style Détroit. Donc, pour les critiques, pour les sceptiques, c'est l'occasion ou jamais de rebondir dessus en disant « Ah, bah, ça a beau être coaché par Sean McVay, ça reste le Matthew Stafford irrégulier, mais pas forcément mauvais. Hein. Attention, quand on dit irrégulier, ça ne veut pas dire mauvais. C'est juste, voilà, c'est pas un quarterback propre à la Rodgers. C'est pas, bon, voilà. C'est vrai que tout ça commence un peu à ressortir et ils sont dans cette vague en plus un peu molle parce que au-delà, on parle du match de San Francisco, mais juste avant, comme tu le dis, ils perdent contre Tennessee, ils perdent juste après contre Green Bay. Donc en 3 semaines, ils perdent contre 3 équipes de playoff, contre 3 grosses équipes. Donc forcément, c'est un climat, un contexte dans lequel tu commences à te dire que ce début de saison des Rams, il est bien, il est bon. Ils sont prétendants au titre parce qu'il y a quand même beaucoup d'armes, mais que ça va pas être si simple que ça en fait. Surtout que parmi cette séquence de 3 matchs, il y a la Super Bowl au milieu. Je crois que c'est après San Francisco ou juste avant, mais c'est une semaine où on se dit ils vont récupérer des blessés, ils vont pouvoir faire fonctionner les nouveaux arrivants. Et en effet, dans la foulée, il y a encore une défaite et ça ne fonctionne pas. Pour le coup, et c'est peut-être l'occasion de parler de la stratégie, même s'il y a ces défaites-là, et je m'adresse à toi parce que je sais que tu es plutôt un partisan, mais pour toi, la décision, en tout cas la stratégie, c'est quand même la bonne, et ça va être difficile pour toi de dire l'inverse, puisque maintenant ils sont au Super Bowl, mais de tout tenter, quitte à mettre en danger son futur, entre guillemets, mais de tout tenter pour prendre un quarterback, de tout tenter pour aller chercher un linebacker vétéran, un peu vétéran, pour aller chercher un receveur qui n'est pas forcément en odeur de sainteté et sur lequel il y a beaucoup de questions, notamment mentales. C'est quand même une bonne stratégie parce qu'il faut tout tenter pour le coup. Oui, moi je pense que c'était la bonne stratégie parce qu'ils ont vu une fenêtre et ils se sont dit qu'en NFL, les fenêtres de titre, c'est pas si long que ça et qu'il faut aller les chercher. Et puis, on parle souvent de Les Snead et de cette capacité qu'il a à bazarder des choix du premier tour pour aller chercher des playmakers. Faut dire qu'à côté, Les Snead, les Rams sont dans le top 5, des équipes à l'heure actuelle dans le roster de 53 joueurs. C'est dans le top 5 des équipes qui ont le plus de joueurs draftés par l'équipe elle-même. Donc, il y a quand même cette capacité, et c'est là où je trouve que la stratégie est la bonne, c'est que ils ont en tête que pour construire un effectif global, avoir des joueurs du banc, de la profondeur, tout ça, ils ont besoin d'aller piocher à la draft au 3e, 4e, 5e tour, 2e tour. Ils ont besoin de ça. Mais par contre, le moment où il y a un bon coup à faire avec un choix du premier tour, ils n'ont pas peur d'aller le placer sur un vétéran qui a déjà prouvé, en se disant qu'un choix du premier tour mis sur un vétéran qui a déjà prouvé a peut-être plus de valeur qu'un choix du premier tour sur un jeune joueur. Sur le long terme, avec les histoires de salary cap, tout ça, ça peut être problématique. En attendant, là, avec la fenêtre de tir qui se sont ouverts, ça me semble être la bonne stratégie. Et de toute manière, à partir du moment où ils sont au Super Bowl, de facto, c'est une bonne stratégie. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ça ne veut pas dire que c'est la seule. Mais pour les Rams, à ce moment-là, dans ce contexte-là, c'est une bonne stratégie. Du coup, la transition est parfaite, hein, à croire qu'on a travaillé ça avant. Mais on va justement parler du match qui, pour nous, symbolise la validation de la stratégie avant même les playoffs. On a décidé de prendre que 3 matchs de saison régulière. Mais pour nous, le match qui symbolise ça, c'est l'avant-dernier match, donc le match à Baltimore, la victoire 20-19. Alors donc, les Rams jouent contre une équipe de Baltimore, vous en rappelez certainement, qui est pas encore, qui est plus au top. Lamar Jackson est blessé, mais c'est une équipe qui est bien coachée, c'est une équipe qui pose des soucis. Et vous le voyez, c'est peut-être pas le plus beau match des Rams, mais c'est une victoire 20-19. Et surtout, dans ce match-là, on a 13 points dans le dernier quart-temps parce que les Rams sont menés et ils arrivent à repasser devant. On a 2 sacs de Von Miller qui prend de plus en plus de place au milieu de cette ligne avec Floyd et Donald qui lui ouvrent des espaces et il arrive à avoir un impact. On a un touchdown dans les dernières secondes d'Odell Beckham Jr. qui lui aussi montre que finalement c'est peut-être un très bon choix parce qu'en plus Robert Woods s'est blessé entre-temps et Cooper Kupp se retrouve entre guillemets un petit peu tout seul et le receveur 2 est très important et Odell Beckham Jr. Endosse ce rôle à merveille. Et du coup on a cette victoire-là qui leur permet alors, ils ne sont pas encore assurés de la première place dans NFC West parce que les Cardinals peuvent encore leur passer devant et puis il y aura cette semaine 18. Mais c'est un match qui est
plein de caractère. On a trouvé que c'était vraiment quelque chose qui était plein de caractère. Une victoire voilà, pleine d'agressivité. Tout ce qui semblait leur manquer il y a quelques semaines, ils les ont retrouvés là, à ce moment-là. Et là, on se dit, il va falloir faire gaffe aux Rams pour les playoffs. Ouais, et effectivement, on se dit qu'il va falloir faire attention parce que finalement, tous ces vétérans-là, tous ces joueurs d'expérience ont le mérite de s'accrocher et de savoir comment, j'ai envie de dire, comment renverser la table en quelque sorte, comment faire ce qu'il faut malgré la difficulté pour gagner un peu salle, pour aller au bout. Et c'est presque ce genre de dynamique juste avant les playoffs qui sont le plus importantes, plus que la qualité intrinsèque, j'ai envie de dire, du jeu. C'est cette capacité à aller prendre le match qu'il faut prendre de la manière, peu importe. Au final, à ce moment-là de la saison, il faut gagner, il faut se remettre dans le droit chemin. Et donc, à ce niveau-là, ouais, je suis d'accord dans le côté, c'est vraiment un match important pour eux parce que c'est aussi, c'est ce que tu dis, c'est aussi un match où on attend une équipe d'abord offensive et quand l'attaque n'y est pas, bah, c'est la défense qui va sortir ce qu'il faut pour à un moment ou un autre aller chercher le match. Et c'est un peu ce qu'on a vu. Bon, je ne sais pas là si c'est ce qu'on a vu face à San Francisco, c'est peut-être plus à comment dire, à contredire. Ouais, mais il y a eu un peu plus d'attaques face à San Francisco qu'il n'y en avait eu face à Baltimore. Mais en tout cas, je trouve que ce côté, la défense est capable de reprendre le destin en main de l'équipe important. Et je trouve qu'il a été vu à ce moment-là et il s'est confirmé. Oui, exactement, ça s'est confirmé. Et puis, comme tu l'as dit, on l'a vu après. Alors, certes, il y a eu cette défaite en semaine 18. On ne revient pas dessus parce que pour nous, à partir du moment où San Francisco a été battu ensuite en finale de conférence, les démons ont été pillés, entre guillemets. Donc pour nous, c'était vraiment ce match contre Baltimore qui était l'un des trois moments charnières pour cette équipe-là. Donc voilà, on a fait le tour pour ces trois moments clés. Oui, dis-moi tout. Ouais, je me permets de te couper parce qu'on a une remarque intéressante de John Melgaco. Oui, qui lui revient un peu sur ce que Les Snead, donc le manager général, on le rappelle, des Rams a fait. Oui, et lui dit ce qui est quand même impressionnant avec les Rams, c'est qu'on pensait déjà en 2019, lors du Super Bowl contre les Patriots et la défaite, que finalement les Rams avaient laissé passer leur chance de gagner le Super Bowl parce que déjà à l'époque, ils avaient été agressifs en faisant venir Jalen Ramsey, etc. Et je trouve qu'il a plutôt raison, c'est que on pensait que cette fenêtre s'était refermée et 2 ans après, ils arrivent à la recréer parce qu'ils reprennent des risques à nouveau. Donc, je le rejoins totalement quand il dit que c'est peut-être ça qui est le plus impressionnant, c'est qu'ils ont pris un cap, un parti pris, ils s'y tiennent et qu'ils savent bien le faire en tout cas. Oui, pour prendre un parallèle avec ce qui peut se passer sur le terrain, c'est un style agressif. C'est quelque chose, voilà, ils vont tenter des choses et on sait quand on est agressif en attaque notamment ou en défense, ben, on peut prendre le contre-coup, mais aussi on peut réussir ce qui parfois peut faire la différence. Et là, c'est vrai que l'agressivité, comme tu l'as dit, du front office, peut-être fait passer le fait qu'ils ont loupé leur première fenêtre en passant à une deuxième fenêtre. Et c'est vrai que je vous rejoins sur ça, c'est que c'est plutôt vrai. Est-ce que tu as d'autres remarques aussi intelligentes que ça ou on passe à la bonne Oui, bah, nos auditeurs disent toujours plein de choses intelligentes de toute manière. Enfin, nos plus auditeurs, que nous, parce qu'on est ouais, sans aucun doute, on est sur Twitch, donc je sais même pas nos je te laisse avec ça. Nos viewers peut-être. Non, il y a Bertrand Tapaz aussi qui fait remarquer que la fin de saison des Rams a été bien gérée parce que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment être performant et on le voit. Et je trouve que le parallèle à faire, c'est avec les Cardinals où eux, ils démarrent très fort depuis 2 saisons et s'écroulent à chaque fois. Alors que là, Los Angeles a su avoir le coup de mou quand il fallait, j'ai presque envie de dire, et remettre le turbo au bon moment. Et clairement, on le voit à chaque fois. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est jamais la meilleure équipe qui gagne à la fin, parce que c'est pas le cas, mais en tout cas, on voit l'importance à chaque fois en play-off et en fin de saison des dynamiques qui se créent et un moment où l'équipe crée quelque chose autour d'elle qui fait qu'elle semble presque dure à aller chercher. Bah, c'est l'exemple tout frais qu'on a, c'est les Buccaneers l'année dernière. On se rappelle, ils font pas la meilleure des saisons, ils font peut-être même une moins bonne saison que cette année, saison régulière. Ils ont un coup de mou en milieu de saison, un peu à l'image des Rams, mais ils finissent très bien après leur semaine de repos, avec une belle dynamique, 3 victoires ensuite, pour arriver jusqu'au Super Bowl. C'est vrai que c'est très comparable en tout cas, et en effet, les Rams arrivent avec une belle dynamique. Après, c'est toujours le problème d'un Super Bowl, c'est que les deux équipes arrivent avec une belle dynamique. Donc maintenant, il faut être meilleur que l'équipe d'en face.
On va passer donc à la bonne et à la mauvaise surprise. Là, on a ce qu'il faut des deux côtés, bonne et mauvaise. La bonne surprise, forcément, on en a très peu parlé parce qu'on parle beaucoup des trades de Stafford, mais c'est un joueur qui était déjà là, en fait. C'est Cooper Kupp. Quand même, difficile de ne pas parler de ce joueur-là. On en a parlé durant toute la saison. J'ai été le premier à ne parler que de lui parce que c'était clairement le meilleur receveur de la ligue cette année. En tout cas, 1947 yards, il est incroyable. On l'a vu dans ses playoffs encore, et notamment dimanche dernier, 2 touchdowns. C'est vraiment le joueur qui est bon partout, qui fait beaucoup de bien à Stafford, qui l'a cherché vraiment quand il en avait besoin durant toute la saison, qui fait des stats. On parle souvent de cette triple couronne, c'est-à-dire leader en réception, leader en yards, leader en touchdown. C'est quelque chose qui est rarement fait. Et là, 1947 yards, alors certes, il y a une semaine de plus, mais c'est quand même incroyable. Et puis en plus, l'impression visuelle de ce joueur qui ne sortait, qui n'était pas forcément destiné à chaque fois à arriver là. Et j'ai difficilement d'autres mots que incroyable. Ouais, oui, effectivement, sa saison est difficilement qualifiable par autre chose qu'incroyable. C'est une surprise parce que c'est une bonne surprise dans le sens où c'était déjà un bon receveur l'an dernier. Hein. Ça fait 1 ou 2 années qu'il s'établit dans les bons receveurs de la ligue. C'est une cible sûre pour ses quarterbacks. Enfin, il sort pas de nulle part. Mais par contre, atteindre ce tel niveau de jeu, clairement, un niveau de jeu qui fait presque qu'on pourrait. Je veux dire, Cooper Kupp aurait une voix pour le MVP, une voix ou deux. Moi, je tombe pas par terre. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est une super surprise. C'est personne n'attendait à ce qu'il explose à ce point-là, clairement. Oui, parce que tu le disais, l'année dernière, c'était un beau receveur. J'ai ces stats devant les yeux. Donc, c'est un joueur qui arrive dans la ligue en 2017. L'année dernière, il est à 974 yards. Avant cette saison, sa meilleure année, c'était l'année 2019 avec 1100 yards. Alors, il a toujours eu des bons joueurs. On se rappelle d'un Brandon Cooks avec lui, notamment. Il y a toujours eu des bons receveurs. Il n'y a pas toujours eu un très bon quarterback aussi. Mais voilà, là, il est passé de bons receveurs à très bon receveur, 1947 yards, 16 touchdowns. Son plus gros score, c'était 10, donc il y a 2 ans, en 2019. L'année dernière, il n'est qu'à 3, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment, il a explosé. Tu parlais du titre de MVP. On sait que c'est un titre qui échappe difficilement au quarterback et qui devrait pas forcément y échapper encore une fois cette année, même si on attend de voir. En revanche, un titre de joueur offensif de l'année, ce serait clairement mérité. Ouais, oui, non, ça serait mérité absolument. On va croiser les doigts pour qu'il l'ait, j'ai presque envie de dire. On verra bien ce que nous offre l'avenir, mais bon, c'est clair. Juste, du coup, sur le chat, j'en ai profité pour demander un peu la bonne surprise des auditeurs. On a Bill Zversky qui nous parle de Leonard Floyd sur la ligne défensive. On a Narcissa qui nous parle de la ligne offensive qu'il ne voyait pas forcément aussi bonne, et je peux comprendre parce qu'avec un Andrew Whitworth qui commence à avoir un âge canonique qui continue à être aussi performant, ça peut s'entendre. On a Tyler Higbee, on a la gestion des safety, parce qu'à l'intersaison, John Johnson est parti. Il a bien été remplacé notamment par Nick Scott, qu'on voit beaucoup là pendant les playoffs. On nous parle également de Odell Beckham Jr. sur la fin de saison. C'est vrai, oui. C'est une bonne surprise qu'il se soit aussi vite intégré. Oui, parce qu'en plus, il sort d'une saison ou d'une demi-saison à Cleveland où rien ne va, sportivement, extra-sportivement. On a du mal à imaginer qu'ils fassent une fin de saison comme ça. Et en effet, ça aussi, c'est une très bonne surprise pour eux. Voilà, quelques-uns des noms. On en a beaucoup. Higbee est revenu 2 fois. Mais bonne remarque de Doudou Jets, cela dit, qui nous dit, mais est-ce que l'explosion de Cooper Kupp n'est pas aussi liée à l'arrivée de Stafford, et donc ce qui fait de Stafford un joueur encore plus valuable? Ça, clairement. Qui fait le receveur de qui fait le quarterback, c'est toujours un peu un... Ouais, c'est toujours la question. Je m'étais amusé de le dire dans le podcast, mais le record de yards sur une saison, c'est forcément c'est Megatron, Calvin Johnson, et je crois que Cooper Kupp finit juste 2e là derrière. Et la constante de ces 2 records, en tout cas de ces 2 grosses statistiques, c'est Matthew Stafford. Et donc c'est vrai qu'il a eu la chance d'avoir ces 2 receveurs qui sont extrêmement forts, incroyables, je le répète. Mais c'est aussi lui qui lance les ballons, donc peut-être que sans lui, ils n'auraient pas été aussi incroyables. Voilà, c'est toujours la question de la poule et de l'œuf, mais en effet, il faut lui rendre aussi ce qui lui revient de droit. Et ensuite, il y a donc la mauvaise surprise. Et encore une fois, pareil, si dans le chat vous en avez, nous, on va vous en proposer une. Pour nous, c'est le jeu au sol. Parce que forcément, c'est une attaque qu'on imaginait aérienne.
parce que Cooper Kupp, parce que Odell Beckham Jr. Qui arrive un peu après, parce que Matthew Stafford. Mais on le sait, pour arriver au Super Bowl, et Sean McVay nous l'avait prouvé, il faut une attaque au sol, et il faut notamment une bonne attaque au sol. Et là, on a été un petit peu déçus. Sonny Michel avait été récupéré des Patriots juste avant la saison. Cam Akers avait été drafté l'année dernière. Et on a été déçus. Ouais, cette attaque au sol n'a pas été aussi bonne que peut-être ce qu'elle aurait dû être, Raph. Oui, elle n'a pas été aussi bonne. Beaucoup de facteurs, je pense. Il y a un Sonny Michel, et d'ailleurs, c'est ce que Bill Zversky dit dans le chat. Lui, il met Sonny Michel avec un trade qui n'a pas été payant. C'est vrai que Sonny Michel a eu un ou deux bons matchs, mais derrière, on n'a pas trouvé cette régularité qu'il avait pu avoir quelques saisons aux Patriots. Cam Akers est revenu un peu en difficulté, mais bon, après une telle blessure, difficile de lui en vouloir. Et c'est vrai que personne du côté de Los Angeles n'a su vraiment prendre le jeu de course à son compte. Alors, et surtout que moi, en plus, j'ai pas trouvé la ligne offensive particulièrement mauvaise en run block. Je l'ai même trouvé globalement plutôt efficace. Donc, c'est vraiment un souci du côté des coureurs en tant que tel. Est-ce que ça va se confirmer jusqu'au bout de la saison? Il reste plus qu'un match, donc je ne pense pas qu'ils inversent la tendance totalement sur ce match. Mais bon, on n'est jamais plus à l'abri d'une surprise dans la NFL. Mais c'est clairement quelque chose à regarder pour la suite. Oui, en effet, alors pour les statistiques, les Rams, c'est 99 yards au sol par match. C'est moins de 100 yards, ce qui arrive rarement pour eux, notamment sous Sean McVay. Alors encore une fois, notamment au niveau de au moment de son arrivée, il avait Todd Gurley, qui était l'un des meilleurs running backs à ce moment-là, et il avait surtout Jared Goff, qui n'était pas forcément le meilleur quarterback, donc il fallait qu'il adapte son attaque. Mais on le sait, c'est quelque chose quand même qui avait fait son succès, et du coup, c'est vrai que c'était un peu surprenant. Et on l'attendait meilleur, c'est pour ça qu'on l'a considéré comme une mauvaise surprise. Et après, peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, je ne sais pas si dans le chat, il y en a d'autres, mais c'est vrai que quand une équipe va au Super Bowl, comme on le disait, difficile de trouver vraiment des mauvaises surprises. Ouais, non, effectivement. Bah, écoute, certains sont un peu déçus par McVay sur certains play calling, les gestions du chrono. Des fois, c'est vrai on a pu se poser la question cette saison, clairement. C'est ce qui ressort. On nous parle aussi du bras de Stafford qui faiblit sur les passes en profondeur au fur et à mesure de la saison. Ouais, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu envoyer une bombe à Cooper Kupp pour aller gratter un field goal de la gagne face aux Buccaneers, quand même. Ouais, je suis pareil, je suis pas trop d'accord, mais bon, en tout cas, c'est vrai que sur l'attaque au sol, pareil, on nous reparle des appels de jeu, de la ligne offensive, que moi, je redis, hein, pour répondre à un commentaire, je la trouve plutôt bonne contre la course. C'est quand même un peu alors même s'il a un peu changé de style, le jeu au sol restait une marque de fabrique de Sean McVay quand même. N'oubliez pas ce qu'il a fait avec Todd Gurley et son système de bloc en zone, Bon, voilà, je pense qu'il faut pas tout le jeu au sol peut aussi dépendre du coureur un peu. Donc bon. Oui. Rapidement, avant de passer à la conclusion, on va voir les statistiques comme on l'a fait avec les Bengals tout à l'heure. Les statistiques qui, pareil, vous le voyez, 27,1. Alors, vous en rappelez peut-être, les Bengals étaient 7e au nombre de points marqués. Les Rams sont 7e aussi parce qu'en fait, ils ont exactement la même moyenne. Et plutôt qu'arbitrairement en mettre un 7e et 8e, on a décidé de les mettre les deux 7e. Mais encore une fois, à l'image des Bengals, et ce qui accréditerait plutôt la thèse du plutôt une bonne dynamique en fin de saison et mieux que de grandes statistiques toute la saison. Mais là, on regarde des statistiques, et comme tout à l'heure, on se dit, c'est pas forcément des statistiques qu'on imaginerait pour une équipe qui va au Super Bowl. Ouais, c'est ça. Encore une fois, un schéma avec une attaque qui semble plus porter l'équipe que sa défense. Bon, c'est deux statistiques très proches, hein, donc c'est assez marrant de voir que comme tu dis, on part plutôt sur un côté dynamique. Est-ce que ça commence à dire que c'est plus les attaques qui amènent au Super Bowl que les défenses? On verra dimanche notamment ce qui se passe et qui fait gagner qui. Mais clairement, on voit qu'en tout cas en saison régulière, c'est important de mettre des points. Oui, c'est important de mettre des points. Après, la réflexion que je me faisais en faisant, parce qu'en envoyant les statistiques à Ben, encore une fois, je me permets de le saluer, c'est lui qui nous a proposé tous ces beaux visuels. Quand je lui ai envoyé les statistiques défensives et que j'ai vu que les Rams étaient 15e au nombre de points encaissés, vous le voyez sur la droite, qui étaient 17e au nombre de yards encaissés, je me suis dit quand même,
c'est des statistiques qui, je ne sais pas à quel point il faut leur donner du crédit, dans le sens où si on me demandait à la fin de la saison régulière de donner peut-être le top 10 des défenses, je mettrais les Rams. Alors je ne sais pas où, je ne l'ai pas fait le top 10, mais je pense que les Rams seraient dans l'eau, et pourtant sur aucune des statistiques ils le sont top 10. Donc c'est vrai que c'est des statistiques qui pour moi sont peut-être pas tout à fait réalistes. Non, mais bien sûr, de toute manière, c'est comme toutes les stats, faut les remettre en question, et là, on vous donne des grandes stats très globales, mais bien sûr, ça remet en question. On peut se poser aussi la question des points encaissés par rapport aux adversaires rencontrés. Est-ce que Los Angeles, globalement, n'a pas rencontré plus de meilleures attaques que les Bengals, et donc forcément ont pris. Enfin, tu vois, il y a ça aussi en compte. Les Bengals, à un moment de la saison, ils ont rencontré les Jets, ils ont rencontré des équipes qui marquent pas beaucoup de points. Donc, Pourtant, les Jets, ils leur mettent 30 points. c'est vrai, en plus. C'est avec le quarterback sorti de nulle part, là, Mike White, c'était ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais voilà, on pourrait aussi prendre le calendrier respectif pour essayer de comparer qui a joué, on va dire, le plus de meilleures attaques pour se rendre compte, et peut-être qu'on verra un écart là, à ce niveau-là. Mais comme tu dis, de toute façon, moi, les Rams aussi, instinctivement, je les place dans le top 10, parce que je pense que, et sans avancer sur les previews de tout le monde, mais ils ont 2-3 playmakers qui sont parmi les plus redoutables de la ligue, et rien que ça, je pense que c'est quelque chose qui fait que ils arrivent à compenser des fois quand l'équipe est un peu moins bien, tout simplement. Et on l'a vu d'ailleurs dimanche dernier, parce que même quand Aaron Donald ne fait pas le meilleur match de sa saison, en fin de match, il arrive à faire basculer un match. C'est aussi ça qu'on appelle un playmaker. C'est un joueur qui est capable de faire basculer un match. Et on l'a vu. Bon, du coup, on va passer à la conclusion. On s'est amusé à noter les équipes du côté de l'attaque, de la défense, vous le voyez, du coaching, pour en donner une note générale. On commence par les Rams, puisqu'on est en train d'en parler, et on le voit, je vais te laisser disséquer ça, Raph, mais on voit que la meilleure note qu'on a donnée, et on s'est accordé sur la note, c'est de la défense. Et ça revient à ce qu'on disait, c'est que malgré le fait que ces défenses-là n'aient pas forcément des statistiques les meilleures de la ligue, on a quand même mis 8 sur 10, ce qui est une très bonne note, hein, parce que c'est 8 sur 10 quand même. Quand on a 8 sur 10, moi quand j'avais 8 sur 10, j'étais content. Oui, on a peut-être été un peu généreux. On n'a pas toujours difficile de ne pas être généreux avec une équipe qui finit au Super Bowl au final, hein. Il y a toujours ce regard un peu biaisé et rétrospectif sur la saison. Donc voilà, effectivement, on a mis la défense mieux notée. Je pense que c'est clairement grâce à ces stars qui renvoient un sentiment de force, en fait, parce que comme on vient de le voir justement, statistiquement, ils sont meilleurs en attaque qu'en défense, donc l'attaque devrait être mieux notée que la défense. Mais malgré tout, on a eu l'impression que la défense était bonne, elle faisait ce qu'il fallait. Je pense qu'aussi le fait qu'elle n'ait pas tant baissé de niveau que ça après le départ de Brandon Staley a dû rassurer tout le monde. On a vu que la défense allait globalement être aussi bonne que l'an dernier, donc ça rassure. Donc oui, bon, c'est comme ça. Et puis, c'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que cette défense, on a l'impression que cette défense est capable d'élever son niveau de jeu au moment où il faut. Et ça, c'est très important dans les mi-temps qu'il faut, dans les drives qu'il faut. Et c'est quelque chose que cette défense nous a prouvé lors des playoffs, notamment, d'être capable d'élever son niveau de jeu pour aller faire gagner le match, pour éviter de le perdre. Et ça, c'est très important. On a mis 7 à l'attaque parce que même si, en effet, l'attaque est censé porter cette équipe, mais on l'a dit, un jeu au sol qui n'est pas toujours, fiable, une ligne offensive qui, tu l'as dit, toi, tu as plutôt trouvé bonne. Moi, j'ai un petit peu plus de doutes, notamment sur la protection de passe. On a vu Stafford très en danger en finale de conférence, notamment en début de match. Donc, on a décidé de mettre 7 à cette attaque et 7 au coaching, parce que Sean McVay est très bon, on l'a dit, mais qu'il a aussi quelques lacunes. On a été assez prompt à dire qu'il est plutôt des fois, on va dire, inquiétant sur certaines gestions. Je vois que tu veux dire quelque chose. Non, je réagissais là-dessus parce qu'effectivement, dans le chat, notamment Guigui Twig, qui nous reproche un peu la note, il trouve qu'on est un peu bas sur le coaching avec la Rams. Ah bah ça va pas lui plaire la suite. La suite va pas lui plaire alors. Déjà, juste, je rappelle que 7 sur 10, ça reste une note bien. C'est bien. Oui. Je veux dire, tu vois, c'est pas déjà, rétablissons quand même le truc. Et puis, comme tu dis, McVay, on a été un peu inquiété sur certains calls. Il y a ces 2 défaites contre les 49ers où on a l'impression que quand il est dominé par un autre coach, il n'arrive pas à s'en sortir. Il y a
il y a un peu de conservatisme, j'ai envie de dire, dans son play call par moment, avec beaucoup de fois où il punt dans les 45 yards adverses. Bon, alors t'aimerais le voir tenter une petite passe pour Cooper Kupp. Voilà, c'est. Oui, et puis tu vas à demi-mot. Moi, je vais y aller franco. Il est clairement conservateur. On l'a vu sur certains drives utiliser 3 courses. Et tu parlais de ce match face aux 49ers en fin de saison régulière, où les 49ers lui puntent le ballon et il utilise 3 courses alors qu'il pourrait faire des passes. On l'a vu même là en finale de conférence griller 2 temps morts alors que pour le coup il y a un challenge notamment. Alors il n'est pas le seul responsable, il a une équipe derrière lui, mais quand on parle de coaching, on parle du head coach, mais de toute l'équipe qu'il y a derrière lui. Il grille 2 temps morts. Pour le coup, il n'en a pas eu besoin à la fin du match, mais peut-être qu'au Super Bowl, il en aura besoin. Et c'est aussi ça qui a fait qu'on ne l'a pas mis plus haut. Après, ça reste, en tout cas, notamment en attaque, l'un des meilleurs coachs de la Ligue, très clairement. Oui, non, mais voilà, ça reste un des meilleurs coachs. On a été peut-être un peu plus sévère parce qu'on attend sans doute toujours mieux de lui et qu'on a aussi, je pense, on va dire en termes d'impression, quand ils vont au Super Bowl en 2019, les Rams dégagent une impression meilleure en termes de coaching aussi. McVay a l'air de rouler sur l'or en termes de coaching. Enfin, il a l'air d'être inarrêtable en termes de coaching. Il se fait juste stopper par Belichick en toute dernière lors du Super Bowl. Mais voilà, donc l'impression n'est pas la même, par exemple, à ce niveau-là. Donc, bon. Bon, eh ben, pour ceux qui n'étaient pas contents de la note du coaching qu'on a donné sur les Rams, on va passer, Camille, directement aux Bengals et on va attaquer directement par ce qu'on dit l'éléphant dans la pièce, hein, comme disent les Anglais. Le coaching, vous allez voir la note qui va certainement apparaître. On a noté pareil, l'attaque, la défense et le coaching pour donner une note générale. Vous remarquez que la note est un tout petit peu plus basse que celle des Rams en général, mais il y a ce 6 en coaching. Je vais te laisser la main, mais en disant que, pas pour te mettre en danger, mais en disant qu'on était totalement d'accord sur ce 6. Mais est-ce que tu peux expliquer à tout le monde pourquoi on a mis 6 à Zac Taylor ? Ouais, alors déjà, pour être honnête, si on m'avait dit avant le début de saison que je mettrais 6 sur 10 à Zac Taylor, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Je n'aurais pas parié qu'il aurait cette note-là, donc voilà. Encore une fois, ça peut paraître dur, mais les Bengals n'ont jamais donné l'impression, à mon sens, en termes de coaching, de dominer. Et j'ai jamais eu l'impression que ce qui était fait sur le terrain était particulièrement le fruit d'une vraie domination en termes de coaching. J'ai plus eu l'impression que c'était... j'ai plus eu l'impression d'un coaching porté par son équipe. Alors, on peut se tromper et il n'y a pas de souci. On se trompera peut-être parce que Zac Taylor va peut-être faire un super plan de jeu au Super Bowl. On va peut-être se tromper totalement et ils vont dominer dans les années à venir et on passera pour des nuls. Pas de souci. Mais là, sur cette saison, moi, j'ai plus eu l'impression de voir un Zac Taylor qui se laissait porter par son quarterback. Voilà, franchement, je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'en ai eu. À la limite, j'ai une bien meilleure impression, et c'est peut-être en ce sens-là où on aurait pu mettre un peu plus en parlant de coaching général. J'ai une bien meilleure impression par le coaching défensif qui m'a semblé souvent trouver la clé pour s'adapter plus que le reste. Et c'est drôle parce qu'on en a parlé, puisque du coup, on le disait, on a regardé ce match des Chiefs face aux Bengals de conférence ensemble, et on se disait, mais c'est vrai que le coordinateur défensif dont on parle très peu du côté des Bengals, et on en a parlé avant le match, mais la fin de match nous a donné raison, fait partie aussi de ces coordinateurs dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait un bon boulot avec ce qu'il a en plus, parce que à l'inverse des Rams, il n'y a pas de playmaker qui sortent comme ça du lot, capable de changer un match, mais il arrive à sortir des joueurs, il arrive à mettre un système en place, il arrive à contrer des systèmes aussi face à lui. Et du coup, pour le coup, c'est vrai que à la limite, c'est peut-être pour ça que cette note aurait été peut-être méritée un peu mieux, mais je suis d'accord avec toi, Zac Taylor n'inspire pas la plus grande confiance. Alors oui, cette équipe va au Super Bowl et il a sa grande part de responsabilité là-dedans, très certainement. Maintenant, c'est vrai que si je dois compter sur un des deux coachs, je compterai plus sur McVay, malgré tout ce qu'on vient de dire. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, si on compare les deux, autant mettre une note un petit peu plus basse aux Bengals qu'aux Rams. C'est ça. On dit pas que c'est parole d'évangile et qu'on a tout bon, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas si vos notes en vous prêtant au jeu et en vous demandant combien vous aurez mis. En tout cas, on a mis 6 sur 10, on a mis 7 sur 10 à la défense parce que on l'a dit, elle a été surprenante, et puis on a mis un 8 sur 10 à cette attaque parce que
à l'image de la défense des Rams, on a l'impression que c'est ce secteur qui porte les Bengals. Joe Burrow, Ja'Marr Chase, on l'a dit, c'est une escouade qui est capable de faire gagner un match. Et sincèrement, on met 8 sur 10 à l'attaque à cause de la ligne offensive, pour le coup, parce que et qu'on ne pouvait pas mettre au-delà parce qu'il y a trop de lacunes sur la ligne offensive et qu'il y a eu, à cause de ça, quelques matchs un peu ratés. Mais sur l'impression offensive, tout ça, moi, si tu me demandes de noter Burrow et Chase, je leur mets 9 sur 10 chacun cette saison. Tu vois, enfin, c'est une attaque qui aurait presque... Enfin, il y a 2 receveurs à plus de milliards. Il y en a un troisième qui frôle la barre des milliards. Enfin, Mixon est à plus de milliards au sol. Enfin, tous ont moins de 26 ans. Bon, voilà, c'est une équipe qui offensivement pouvait aller plus loin, si ce n'est cette ligne offensive. Et comme c'est un jeu d'équipe, on est obligé on peut pas aller plus haut, à mon sens, parce que la ligne offensive a été trop mauvaise cette saison. Exactement. Raph, on nous a dit faites environ 1h20. On a commencé à 19h pile. Il est 20h19. On a une minute pour conclure. Bien entendu, je rigole. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en tout cas, vous avez vu l'attaque des Bengals 8 sur 10. La défense des Rams 8 sur 10. Sans anticiper les previews, mais c'est peut-être là que le match va se jouer. En tout cas, c'est les 2 escouades qu'on a voulu ressortir. On aura l'occasion, en tout cas, toute la semaine de reparler de ça. Il y a un live demain. Du coup, à partir de 20h, toujours sur Twitch, on va parler du face-à-face, poste par poste. Il y a aussi beaucoup de choses sur le site. Il y a des choses à dire aussi. On va essayer d'être concis aussi. Il y a aussi beaucoup de choses sur le site, des previews écrites. Il y aura un podcast en 3 parties. Je ne sais pas si tu feras partie de cette team-là, Raph. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de choses à dire. Moi, ça a été un plaisir. J'espère que ça vous a permis déjà de rentrer un petit peu dans ce match. On y est encore loin, mais ça va vite approcher. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette, du coup, pas première expérience. On était là hier, mais on va dire que officiellement la première expérience Twitch. Ouais, bah écoute, c'était très sympa. Au plaisir de recommencer ça. Effectivement, comme Lucas a dit, on espère que ce flashback des 2 saisons a donné l'eau à la bouche à tout le monde pour suivre demain les postes par poste et les previews à venir. Et je me permets, parce que Bertrand Tapaz nous demande quand même notre petit prono Super Bowl. Comme je ne sais pas si on aura l'occasion de le dire, de le faire dans d'autres contextes, écoute, moi je vais commencer. Je vais dire que je vois une victoire des Rams. Eh ben, écoute, tu fais bien. Écoute, Alain nous l'a demandé hier sur Twitch, pareil, en fin d'émission. Oui, d'accord. Du coup, moi, je vais dire les Bengals parce que hier, j'avais dit les Rams. Et comme ça, à la fin du match, je pourrais vous dire que j'avais raison. Voilà, messieurs, dames. C'est sur ces magnifiques choses qu'on va vous quitter. Merci à Camille, qui était encore une fois derrière. Merci Camille. Merci à Ben, je le répète. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Et puis, on se retrouve très rapidement. Oui, dis-moi. Et merci à ceux qui se sont abonnés. J'ai vu qu'il y a eu 2-3 abonnements au cours du live. Désolé, j'ai pas eu le temps de choper les noms, mais merci beaucoup à ceux qui sont abonnés. Et oui, on remercie Bertrand Tapaz, Metrium, qui s'est abonné pour son second mois, et Dev de 35 aussi. Alors, donc on remercie Dev de 35. Il m'a entendu en live. Ah, ils t'ont entendu. Bon bah super. Ouais, parce que des fois Camille, il nous parle dans les oreilles, des fois il vous parle à vous. Il est surprenant, mais c'était Camille que vous avez entendu, toujours là pour prêcher la bonne parole. Ben merci Camille, merci à tous ceux qui sont abonnés. Donc c'est vrai que j'ai malheureusement pas l'habitude, mais tu as bien fait de m'interrompre juste avant qu'on se quitte. Ciao tout le monde, à demain, à très vite quoi. Voilà. Ciao.